aujourd'hui, du coup, voilà, on fait un petit live avec Michel Gadal. Donc, Michel Gadal qui a sorti son livre, maintenant en plus édité en plusieurs langues. Donc ça, c'est quand même top. Donc, Michel Gadal, c'est aussi une personne qui intervient dans l'une de nos formations à Transfert, dans la formation en préparation mentale et psychologie du sport. Donc voilà, aujourd'hui, on est avec Michel pour justement parler de la thématique coacher pour gagner. Donc voilà pour la petite présentation. Voilà, Michel, je te laisse continuer Merci Flavie. pour nous en dire un peu plus. J'espère. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un plaisir d'abord de continuer à travailler avec Transfert et ensuite de vous rencontrer à nouveau via le live de Transfert et Facebook. Donc, je ne vais pas me présenter puisque je pense qu'il y a quand même beaucoup de pogistes qui sont parmi les auditeurs. Donc, très rapidement, ce que je voulais vous dire, notre objectif, c'est d'abord, je voulais vous remercier. Puis notre objectif, c'est de partager l'expérience. Ça veut dire que je n'ai pas la prétention de vous faire un cours sur Coacher pour gagner, mais j'ai l'intention de partager avec vous mon expérience qui est relativement longue puisque j'ai plus de 40 ans de coaching, je crois, donc si je compte bien. Et puis surtout vous dire que plus que ce que je vais dire, ce qui est important, ce sont vos questions. Parce qu'en fait, si je peux aider à apporter, non pas des réponses définitives, mais des pistes qui vous intéressent, c'est comme ça qu'on pourra avancer et que vous pourrez trouver quelque chose d'intéressant dans l'intervention. Donc, on va faire des pauses ponctuellement. Vous posez les questions via le chat. Flavie pourra les retranscrire et les poser. Mais allez-y, je dirais, ne vous mettez pas de limite. Et je ferai des pauses peut-être toutes les 10 minutes pour qu'on puisse donner à Flavie l'occasion de faire un état des questions et que je puisse répondre parce qu'encore une fois, c'est le plus important. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je crois que le métier de coach, ça ne s'apprend pas au travers de cours. Il n'y a pas de formation stricte pour devenir un bon coach. Je crois que même s'il y a beaucoup, on va en parler, de choses qu'il faut respecter, de choses qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre, je crois que le métier de coach, coacher pour gagner, ça s'apprend au travers de l'expérience de chacun. Donc, c'est un travail, je dirais, d'écoute, c'est un travail d'imprégnation, d'intégration de tout ce qu'il y a autour de nous. Et je dirais que ça ne se limite même pas à l'aspect tennis de table de la chose, mais qu'il faut savoir regarder ailleurs ce qui se fait pour pouvoir s'en imprégner et être capable de s'en inspirer. Moi, je pense qu'au travers de ma carrière, j'ai beaucoup plus appris, d'abord des matchs que j'ai coachés, c'est sûr, mais des joueurs, des entraîneurs, des collègues et des adversaires. Donc, je me suis toujours attaché quand je coachais et quand j'ai eu la chance de commencer à coacher au niveau international et de commencer à rencontrer des athlètes de très haut niveau, à discuter et à observer. Donc à l'époque, alors c'est une anecdote, mais à l'époque, il y avait à la fin des Open, des compétitions, il y avait beaucoup des soirées finales. Et bon, c'était des moments de détente, etc. Et au fur et à mesure de l'évolution, j'ai pris beaucoup de contacts avec des joueurs qui m'ont donné beaucoup d'informations pour savoir comment les battre. C'est assez paradoxal, mais aussi beaucoup d'informations sur leur vision du tennis de table, de la stratégie, du coaching. Et j'ai essayé vraiment d'intégrer ça à ma réflexion par rapport à mon coaching, et je crois que ça m'a fait beaucoup avancer. J'ai fait pareil avec mes collègues. En tennis de table, on n'a pas beaucoup cette culture en fait d'échange. On pense qu'il faut garder tout ce qu'on sait pour soi et que c'est comme ça qu'on va piéger les autres. En fait, c'est pas le cas. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des collègues, avec d'autres coachs, et puis qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai toujours la mémoire, le coach d'Andrzej Gruba. Alors, je vous parle d'un temps que les jeunes ne connaissaient pas, mais Andrzej Gruba a été un grand champion et il a joué en double avec Jean-Philippe Gatien. J'ai pu les coacher tous les deux et j'ai beaucoup appris avec eux, notamment sur la vie de l'athlète dans l'ère de jeu, de manière à pouvoir devenir, je dirais, faire de l'ère de jeu sa propre maison et devenir à l'aise. Jean-Philippe, au début, était un athlète très, très concentré, mais très centré sur lui, très centré sur lui-même. Il avait peur d'extérioriser ce qui se passait.
et Gruba et Adam Gertz, qui est ensuite devenu d'ailleurs ministre des Sports en Pologne, et m'ont montré que cette expression du corps de l'athlète, sa vie dans l'espace, était quelque chose de capital pour pouvoir s'exprimer complètement son jeu. Donc, moi, le premier, si c'est un conseil, le premier constat plutôt qu'un conseil, c'est que soyons ouverts à ce qui se passe autour de nous. Discutons, acceptons qu'il n'y ait pas une vérité, que tout n'est pas complètement vrai et tout n'est pas complètement faux. Donc ça, c'est un état d'esprit, une culture qu'il faut qu'on soit capable de développer ensemble de manière à pouvoir avancer. Au début de mon coaching, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et enfin, du moins à mon époque, le coaching était centré sur deux choses, la technique et la tactique. Et on pensait qu'en ayant une bonne technique et en ayant une bonne tactique, on pouvait arriver à résoudre tous les problèmes et à piéger les adversaires, à gagner des matchs. Et au fil des années, je me suis rendu compte que ce qui était important pour devenir un bon coach, c'est-à-dire en fait être capable d'aider ses propres joueurs à progresser, c'était pas de donner des réponses, mais c'était surtout de pouvoir échanger et de pouvoir comprendre mieux la vision de l'athlète et sa compréhension du jeu et de la compétition. Donc ça, c'est un premier pas qui m'a fait, je pense, changer comme entraîneur et comme coach, la compréhension, la vision du jeu, comprendre ce que ressent l'athlète, comprendre comment il voit le jeu, comprendre comment il appréhende le duel, comprendre comment il se voit gagner des points. Et je crois que ça, c'est certainement la première étape et certainement le premier objectif à partager avec les athlètes. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de la même chose en termes de jeu? Est-ce qu'on comprend la même chose en termes de jeu et en termes de coaching? Est-ce que l'athlète et l'entraîneur et le coach ont une vision partagée de ce que sera le jeu à terme? Puisqu'on parle de progression, on sait qu'en tennis de table, alors on avance des chiffres, etc. On dit globalement il faut 10 ans, 10 000 heures d'entraînement pour devenir un champion, taper à la porte du haut niveau. C'était un peu, moi j'ai beaucoup utilisé ça quand j'étais directeur technique, vous l'avez probablement entendu, mais bon, c'est aussi un peu un slogan. Ça veut dire qu'il faut du temps, ça veut dire donc qu'il faut de la patience, ça veut dire 10 000 heures de travail, c'est 1 000 heures par an minimum, ça veut dire qu'il faut de la persévérance, qu'il faut être capable de se tenir à ce qu'on fait. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut partager avec le joueur. Et ensuite, je crois qu'il faut toujours se rappeler, alors dans quasiment tous les sports, et tout le monde le dit, mais non seulement au niveau du sport, mais dans les arts également, que notre activité, notre sport, c'est un jeu. C'est avant tout un jeu. Donc, il ne faut pas oublier que ça, c'est la réalité du tennis de table. Quand j'étais jeune joueur, on était encore beaucoup plus centré que maintenant vers la technique, et le tennis de table était devenu en fait une répétition de coups techniques qu'il fallait plus ou moins bien faire, plutôt plus que moins d'ailleurs. Donc on pensait que parce qu'on avait une bonne technique, on allait être capable d'être un bon joueur. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Je crois que donc derrière cette notion de jeu, il y a un certain nombre de choses qu'il faut intégrer. La première pour moi, c'est que le joueur doit prendre du plaisir. Donc, ça veut dire que le coach, il doit avoir une stratégie qui doit aider le joueur à avoir du plaisir. Il doit créer un environnement dans lequel le joueur a du plaisir. Il doit créer un environnement, il doit créer une relation. Le coach doit être capable de créer des conditions qui vont donner du plaisir. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister pour commencer, c'est que fait le coach, que dit le coach? Quand j'étais jeune coach, je pensais qu'il fallait que mon rôle, c'était toujours de donner des solutions, toujours de donner des réponses. Et je crois que j'ai souvent été angoissé quand je coachais sur le banc pendant la compétition, pour savoir ce que j'allais dire au joueur et si j'allais lui apporter une bonne ou une mauvaise réponse. Mais en fait, je crois que cette attitude-là est une mauvaise attitude, ce n'est pas la bonne chose à faire. En fait, quand le tennis de table, et j'y reviendrai, c'est un sport d'adaptation. Et donner des réponses va
à l'opposé de l'adaptation, à l'opposé de l'autonomie. Donc notre rôle, et on pourra en discuter peut-être avec vos questions, c'est plutôt de poser des bonnes questions et d'inciter les joueurs à chercher des solutions plutôt que donner des solutions. Donc la position du coach, elle est plus en une position de questionnement, alors questionnement dirigé évidemment, et d'interaction avec le joueur pour faire en sorte qu'à terme, parce que c'est quand même l'objectif, que le joueur devienne mature, qu'il soit en charge de son propre jeu. D'ailleurs, moi j'ai toujours été étonné quand je coachais, alors c'était dans les discussions avec les copains, je dis mais j'ai un peu de mal à comprendre quel est notre rôle en termes de technique, de tactique. Quand moi je coachais Jean-Philippe, Gatien ou d'autres joueurs de haut niveau, j'ai toujours eu le sentiment qu'ils connaissaient beaucoup mieux le tennis de table que moi et qu'ils connaissaient beaucoup mieux leur tennis de table que moi. Donc je crois que c'est important de comprendre en fait que plus, plus le joueur progresse, plus il atteint la maturité et moins il a besoin du coach sur cet aspect tactique, technique. Il a besoin du coach dans d'autres domaines. Donc il faut que soit capable d'aider les joueurs à chercher leurs propres solutions. Et ça veut dire également qu'il faut, dans l'entraînement, leur donner ce goût, aimer chercher des solutions. Il y a beaucoup de joueurs qui, quand ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers le coach. Qu'est-ce que je fais? Ben ça, c'est un signal, je dirais, qui n'est pas un signal positif parce que ça veut dire qu'il y a une perte d'autonomie ou il n'y a pas d'autonomie et que quand il va falloir jouer les points importants, on n'est pas capable de le faire et de les prendre sur soi. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est se rappeler que bien jouer, ce n'est pas une addition de coups, ce n'est pas une addition de technique, c'est bien jouer, ça veut dire être capable en permanence de comprendre ce qui se passe en face de nous, c'est-à-dire qu'on fait un duel, et bien jouer, gagner, ce n'est pas toujours jouer parfaitement. On peut gagner en jouant mal. Donc il faut être capable, quand on est coach, aussi d'intégrer ces facteurs-là, c'est qu'il y a des moments dans la carrière d'un joueur où on ne joue pas très bien, où on n'est pas bien pour différentes raisons. Je dis un joueur, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports, et je pense que c'est pareil pour les artistes. Il y a des jours, quand ils rentrent sur scène, eh ben, ils ont eu des problèmes avant, ils sont pas bien, etc. Mais il faut quand même jouer, il faut quand même danser, il faut quand même chanter. Mais c'est pareil en tennis de table. Donc quand on n'est pas bien, il faut aussi trouver des solutions pour gagner, même si on ne joue pas bien. Donc le coach, s'il met une exigence au niveau technique trop élevée, en fait, il enlève la dimension du jeu, la dimension du duel. Donc j'ai fait une petite pause juste là, parce qu'on est déjà à 12 minutes, et ceux qui me connaissent savent que je suis un peu bavard, donc je vais essayer de me limiter pour peut-être prendre des questions et rebondir là-dessus. Ensuite, nous parlerons de ce qu'est la vision du jeu, le duel, etc. Flavie, c'est à toi. Ok, alors du coup, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat. Oui. Je vais te la montrer. Alors, normalement, tu dois la voir apparaître en dessous de ton écran. Donc, que pensez-vous de cette nouvelle génération de joueurs qui extériorisent beaucoup à la table? Alors, merci Alain pour la question. Ben, je crois que s'extérioriser, c'est quelque chose de nécessaire. Mais après, il ne faut pas que ce soit juste une copie de ce qu'on voit ailleurs. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, plus jeune, au tennis, McEnroe était un joueur qui s'extériorisait beaucoup, qui criait, etc. Et beaucoup de joueurs de tennis, mais aussi de tennis de table, faisaient comme McEnroe. Mais ils n'avaient pas compris l'essence, je dirais, de ce que faisait McEnroe. Je pense que McEnroe, il était capable de crier, de hurler, de proférer des insultes, et dans la seconde suivante, d'être concentré. Nous, en tennis de table, on a quelques exemples. Un des plus fameux, pour les gens qui se rappellent, qui connaissent l'histoire du ping, c'est un joueur polonais qui s'appelle Kucharski, qui a été champion du monde en double, et qui était capable de crier, de donner des coups de pied, etc., mais qui lui aussi était capable de se reconcentrer tout de suite. Je crois qu'il faut s'extérioriser, parce que quand on est frustré, si on garde ça en soi, à un moment, ben, la frustration, c'est comme elle vous congèle en fait, vous n'êtes plus capable de jouer. Donc il faut s'extérioriser pour jouer. Mais s'extérioriser, il faut que chacun trouve sa routine dans l'extériorisation. Donc ça ne me gêne pas qu'on s'extériorise, mais ce que je voudrais vérifier auprès des joueurs, que c'est leur propre expression et pas la copie de l'expression de quelqu'un d'autre. Voilà ce que je pourrais dire dessus. Oui, et je pense que
Et je pense que c'est intéressant justement de dire ça, c'est que finalement, chaque athlète reste un individu à part entière et que il faut aussi, je pense, en tant que coach, se poser la question, est-ce que s'extérioriser a un réel intérêt ou pas pour l'athlète? Ou est-ce que, comme tu dis très bien, Michel, c'est je copie par exemple mon joueur que j'idolâtre parce que lui à la table il fait ça et finalement ça n'a pas un grand intérêt pour moi. Donc je pense que comme tu l'as très bien dit lors de la première partie, la relation entraîneur-entraîné qui est finalement très intime parce qu'on essaye de comprendre le fonctionnement de chacun. Je pense que c'est important de justement voir aussi ce qui se passe à la table, si ça a un intérêt pour l'athlète ou si c'est, comme tu le dis si bien, si c'est une copie peut-être d'un athlète, peut-être d'un adversaire, peut-être de quelqu'un qu'on admire. Tout à fait. Je crois que c'est important d'avoir tu parles des idoles ou des modèles, etc. Et moi, j'ai souvent donné à des joueurs des exemples des vidéos d'athlètes parce qu'ils ressemblaient dans le système de jeu, dans l'approche du match, etc. Mais copier, c'est comprendre pour ce que font ces athlètes, ces idoles, etc., pour l'intégrer à soi, l'adapter et progresser. Donc, je dirais, c'est un peu ce que font les Chinois avec la créativité. Ils copient les choses, ils prennent les choses qui sont exceptionnelles pour les rendre normales. Et c'est un peu pareil, je prends ce qui est exceptionnel chez un joueur et je prends ce qui s'adapte à moi. Et je crois que ça, c'est capital dans l'évolution et dans le coaching. Je crois que pour avoir beaucoup pratiqué évidemment dans les salles de tennis de table, je crois qu'il faut que devenir un bon coach, c'est réellement être capable d'aller au-delà des dimensions spécifiques du jeu, mais aller dans la dimension humaine et dans la compréhension de l'environnement et créer un écosystème, on pourrait dire, qui va favoriser cette expression de chacun des individus. C'est pas ce qu'on a vécu dans le tennis de table pendant très longtemps, c'est pas ce qu'on vit actuellement, et je pense que c'est un des objectifs de la nouvelle fédération, des nouveaux élus de la fédération aujourd'hui, de créer cette culture qui va faire confiance aux athlètes, faire confiance aux individus, aux coachs, pour que chacun puisse exprimer sa réelle capacité et non pas être juste des copieurs. Oui, je pense qu'au plus on est dans cette dynamique finalement individuelle, c'est-à-dire à connaître les motivations de chaque joueur et tout ça, je pense qu'au plus on est dans la performance parce que, comme tu le dis, on crée un écosystème finalement performant et productif autour de l'athlète et non basé seulement sur le résultat qui pourrait finalement devenir contre-productif. Bien sûr. Alors, le résultat, quand on joue, c'est important de vouloir gagner, Oui. Mais pour gagner, si on ne pense qu'au résultat, on ne gagne pas. Si on pense qu'à la technique, on ne gagne pas. Et moi, dans le livre, je donne l'exemple de Tiger Woods qui dit le golf, c'est un sport ultra technique où les joueurs répètent énormément de choses. Mais il dit quand je joue sur le parcours, je ne pense jamais à la technique. Je laisse mon corps décider pour moi. C'est-à-dire mon feeling, mes sensations, etc. Et je crois qu'en tennis de table, c'est la même chose. Et s'il n'y a pas d'autres questions, il y a d'autres questions que tu voulais amener? Alors, là, il y a une question assez vague. Donc, quelle méthode de préparation mentale utilisez-vous pour le tennis de table pour être prêt lorsque l'on joue? Alors, c'est large, plutôt que c'est large comme question. Mais je vais donner un exemple. Je crois qu'il faut que chaque joueur, je crois qu'il n'y a pas une réponse, mais chaque joueur doit créer sa propre routine. C'est-à-dire que quand on fait une compétition, il y a certainement un moment avant le match où on bascule dans sa routine. Et on bascule dans sa routine, et ça veut dire que le match commence. Pour certains, le match commence une heure avant, une demi-heure avant, etc. Je dirais que c'est pas important, mais il faut sortir du mode de fonctionnement traditionnel et rentrer dans le mode du match. Alors, je vais vous donner un petit exemple qui est assez amusant. Quand je coachais Andrzej Gruba et Jean-Philippe Gassia en double, bon, ils s'échauffaient. Jean-Philippe avait une routine assez longue, 30 minutes avant le match, etc. Et Andrzej, 5 minutes avant le match, il disparaissait tout le temps. On ne le voyait plus. Et il revenait juste avant le début du match. Et au fur et à mesure que je l'ai connu de plus en plus, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, Michel, je vais te répondre. Il dit, je sais que c'est idiot. Il me dit, mais je vais me laver la figure. Ça n'a aucun sens. Et je dis, ah bon, pourquoi? Et il rit. Il me dit, oui, parce que je sais que c'est idiot, mais j'ai l'impression, si je ne me suis pas lavé la figure, je ne suis pas prêt. Donc, il avait créé un chemin
entre le moment où il était hors du match et le moment où il est rentré dans le match. Et le dernier acte de ce chemin, c'était se laver la figure. Bon, je vais pas, n'allez pas tous vous laver la figure, ne demandez pas aux joueurs de faire ça, mais ça veut dire qu'il faut que chacun se crée sa propre routine. Quand je coachais, moi j'avais l'habitude, 1 heure avant le match, de m'asseoir avec les joueurs, et notamment avec Jean-Philippe, de lui rappeler de lui donner quelques éléments sur ce que je pensais du match à venir, donc du futur. S'il avait déjà joué le match contre ce joueur-là, lui rappeler 2-3 points essentiels. Et puis moi, je donnais comme une photo. Et puis après, c'est lui qui, cette photo-là, il l'intégrait pas, il en prenait ce qu'il voulait. Mais ce qui était important, c'est que c'était vraiment le début de la préparation. 30 minutes avant le match, il collait sa raquette, puisqu'à l'époque, on collait sa raquette. Donc, il y avait une routine, c'était quasiment copier-coller chaque fois. Et je crois que ça l'a beaucoup aidé, évidemment, à être prêt. Et la deuxième chose qu'on a faite beaucoup, et que je pense qu'on a été assez innovant là-dedans, c'est pendant le match, nous sommes un sport, en fait, où on passe plus de temps à ne pas jouer qu'à jouer. Donc, on s'entraînait sur les périodes non jouées. Ça veut dire quoi? En fait, on s'entraînait d'une façon très simple. On se posait 3 questions. Est-ce que je suis bien physiquement? Si je ne suis pas bien physiquement, ben je vais prendre un peu plus de temps pour aller ramasser la balle. Est-ce que je suis bien mentalement? Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis centré sur moi-même ou est-ce que je suis centré sur mon adversaire? Donc, j'écoute mon corps, mais je comprends mon adversaire. Donc, si je pense qu'à ma technique, ça veut dire que je suis obligé de switcher pour revenir dans la réalité du match. Et le troisième, c'est comment je vais aborder le point suivant. Donc, c'était des questions très rapides, mais l'idée, c'était de dire, prenons ce temps-là pour se régénérer, reprendre nos esprits et se recentrer vers le match. Voilà déjà. Alors, on a utilisé la préparation mentale, mais je me suis rendu compte que la visualisation, etc., je voulais dire, excusez-moi, je me suis rendu compte que certains joueurs ont, je dirais, acheté cette préparation, etc., et d'autres pas. Et je crois que ce qui est important, c'est que chacun se trouve encore une fois sa voie. Un dernier petit exemple, pendant que j'ai fait de la formation au Brésil, j'avais sélectionné 4 entraîneurs brésiliens pour leur faire le tour du monde tennis de table. Et dans les 4 entraîneurs, il y avait un psychologue. Et chaque fois qu'on allait dans une compétition internationale, on posait des questions à des joueurs de très haut niveau. Et une des questions qu'ils posaient, c'était celle que vous avez posée, comment on fait pour se préparer? Et un joueur qui s'appelait Jörg Groskopf, un Allemand, sa réponse a été, mais je ne me prépare pas mentalement parce que je suis toujours prêt. Il dit, moi, ce que j'aime, c'est quand les points sont très importants. À l'époque, on jouait à 21 points. Moi, je suis toujours prêt pour le combat à 20 partout. Donc, je n'ai pas besoin de préparer parce que c'est ma nature, c'est ma vie. Donc, je vois qu'en entraîneur, il faut aussi accepter ça, que les joueurs réagissent différemment. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, chacun développe sa propre routine, etc. Mais évidemment, être prêt mentalement, c'est très important dans la compétition, mais dans l'entraînement aussi. Je ne sais pas si... Je crois que ce qui est important dans l'entraînement, c'est d'être toujours le plus proche de la compétition. Jean-Michel Sèvres vous dirait que pour lui, à l'entraînement, il comptait tous les points. Et tous les points de l'entraînement étaient un match. Donc ça, c'est dans sa tête qu'il était toujours prêt à faire des matchs. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais ça nécessite... Non, c'est intéressant. Qui nécessiterait beaucoup de temps, mais on pourra en reparler. Est-ce que tu veux passer à autre chose ou est-ce qu'il y a une autre question juste peut-être, là c'est sur peut-être aussi la réglementation. Donc bonjour, s'extérioriser gêne souvent les autres. Les joueurs qui le font peuvent-ils être sanctionnés? Alors, je dirais que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. donc ça veut dire que parce que quand on joue contre quelqu'un, c'est sûr que le déstabiliser est quelque chose qui est très important. Je pense en ce moment, si vous regardez des séries à la télévision, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Le Jeu de Dames, qui est en fait une joueuse d'échecs qui devient championne du monde. En fait, c'est la copie de Fischer qui a battu les Russes. Et on voit bien que toute la pression mentale qui est mise sur l'adversaire est très, très importante. Et c'est pareil en tennis de table. Alors, c'est vrai, quelquefois, c'est gênant. Alors, on en emploie souvent le mot de fair play.
Alors, je crois qu'il faut rester dans la limite de ce qui est autorisé, mais tant que l'arbitre n'a pas. C'est à l'arbitre de faire le juge de paix un peu par rapport à ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui ont copié les tennismen, qui faisaient beaucoup de bruit sur chacun des coups. Autant au tennis, c'est pas gênant parce qu'il y a une distance assez importante entre les deux joueurs. Au tennis de table, la distance est faible. Elle est 3 mètres, 3 mètres 50, c'est très faible. Donc, je n'ai pas de réponse, mais je crois qu'il faut. Si vous êtes gêné, si ton joueur est gêné, je crois que son rôle ou ton rôle d'entraîneur, c'est de le signaler à l'arbitre pour rééquilibrer, je dirais, la relation entre les deux joueurs. Ouais. Okay. Donc, je continue sur ce que j'ai fini tout à l'heure. J'ai parlé de la compréhension du jeu, la compréhension du duel. Et je crois que là, c'est très important que nous soyons capables de développer cette culture et qu'on comprenne bien de quoi on parle. Comme je dis tout à l'heure, on a pendant très longtemps limité le tennis de table, l'apprentissage du tennis de table et le coaching du tennis de table à la technique et la tactique. Or, la technique et la tactique sont des outils au service de quelque chose de plus grand qui est le jeu. Et je voudrais juste reprendre, et je vais le lire pour ne pas le déformer, un article du Monde, c'était le 29 novembre, c'était à l'issue juste après la mort de Jacques Secrétin, donc qui a été pour nous le champion emblématique du siècle dernier. Et cet article, ça s'appelle la pop. Jacques Secrétin a pensé et agi comme un pop philosophe. Donc, mais je vous lis juste une phrase et il dit: quand les usines apogistes produisent des clones dans le plus pur style taylorien et ne proposent rien d'autre que l'inculcation stricte de méthodes indifférentes aux personnes, Jacques, donc Secrétin, cherche d'abord le plaisir, le décalage, l'interprétation. Il en déduit que la répétition ne vaut que si elle est vécue comme une recréation. Et si le ping-pong est bien à ses yeux l'école d'adaptation perpétuelle à une situation changeable, adaptation ne signifie pas adoption d'une nouvelle règle tombée du ciel sans échange, mais réaction motivée, désirée, devant conduire à la relecture de l'ancien. En fait, il crée l'invention du nouveau, chaque fois. Donc, je crois que cette culture, cette façon de voir, c'est un article que vous pourrez retrouver dans Le Monde, je crois que ça c'est très important que l'entraîneur guide, aide l'athlète à être clair par rapport à sa compréhension du jeu. Donc il faut en même temps avoir une vision de son jeu à maturité, ça c'est le long terme, qui va être comme un guide, en fait, je dirais, pour la carrière du joueur et pour l'entraînement, et évidemment avoir des étapes intermédiaires qui vont permettre d'avancer pas à pas. J'ai donné souvent l'exemple de Jean-Philippe parce que pour moi, ça a évidemment été marquant. Il m'a posé, quand il avait 11 ans, quand on commençait à travailler ensemble, une question: comment battre les Chinois? Question difficile, évidemment. Et j'étais un peu embarrassé pour lui donner une réponse. Et ma conviction à l'époque, c'est que la grande différence entre les Chinois et nous, c'est que les Chinois jouaient la balle au rebond, très très vite, et les autres, et nous Européens, on jouait la balle très tard. Et j'ai dit à Jean-Philippe, je pense que si on arrive à jouer aussi vite qu'en utilisant les arbres de notre tennis de table, c'est-à-dire le topspin, l'utilisation du coup droit, du revers, etc., on a une chance de les battre. Et par chance, parce que c'était juste une discussion comme ça, Jean-Philippe a compris ça, et je dirais entre guillemets qu'il a acheté. Ça veut dire que c'est devenu ça, il a pris ça à son bord, et c'est devenu la façon dont il voulait jouer dans le futur. Donc, à 11 ans, il savait comment il allait jouer quand il serait à son meilleur niveau. Personne ne savait à ce moment-là, évidemment, quel niveau il atteindrait. Et ce qui lui a permis chaque fois dans l'entraînement d'intégrer des coups techniques et de les adapter à son besoin. Vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vu jouer, que sa technique était sur des coups très courts, ce qui à l'époque était complètement, je dirais, non conventionnel. Donc il a été capable, parce qu'il comprenait la façon dont il voulait jouer, d'adapter sa technique. Il a été capable d'adapter ses stratégies pour gagner. Et pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est le match en 8e de finale des Jeux Olympiques à Barcelone, quand il a joué contre Yeonam Kyu, qui était le champion olympique de Séoul. Et le dernier point du match, il menait 20-19 balles de match. Le dernier point du match, c'est la copie conforme d'un des premiers points sur lesquels on a travaillé quand il avait 11-12 ans.
Ça veut dire qu'à 11-12 ans, il y avait déjà cette structure de jeu qui lui ont permis en fait de progresser rapidement. Alors moi, je vous invite plutôt que je vous incite, ou les deux d'ailleurs, à parler à vos joueurs pour les aider à définir, à comprendre ou à ressentir la façon dont ils vont jouer, ce qui va leur correspondre. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se modèle au fur et à mesure, et ça permet ensuite, pour vous, entraîneurs, de mettre en place une stratégie qui est adaptée à la façon dont le joueur veut jouer. Ça permet aux joueurs d'aller chercher des informations non seulement au travers de ce que vous allez lui communiquer, mais également au travers de tout ce qu'il va rencontrer. À l'époque, je me rappelle, mais c'est toujours pareil, quand on a un très bon joueur et quand on a un entraîneur de club ou de région, ben votre joueur, il s'en va très fréquemment en compétition, ou il s'en va très fréquemment en stage. Et en stage, il rencontre d'autres entraîneurs, dont la tendance était en règle générale de dire des choses différentes et quelquefois de critiquer ce que dit l'entraîneur du quotidien. Et quand on n'a pas de sécurité, je dirais, par rapport à la façon dont on veut jouer, ben on s'interroge et on tâtonne et on va chercher à gauche et à droite, on essaye. Mais quand on comprend où on veut aller, on prend ce qui est bon et on laisse ce qui ne rentre pas dans, notre schéma de jeu et de progression. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter, s'assurer qu'il y a une compréhension du jeu qui va permettre de collaborer et qui va renforcer votre rôle de coach, dans le sens où le coach, c'est pas, comme je dis tout à l'heure, celui qui dit ce qu'il faut faire tout le temps, mais c'est celui qui guide. Je dirais que le coach est un accompagnateur qui de temps en temps, ben, il rappelle des règles, il rappelle des principes, et il remet des choses en ordre, mais il est toujours là à guider. Je crois que le plus grand succès du coach, c'est quand le joueur a atteint la maturité, qu'il n'a plus besoin de vous. Il n'a plus besoin de vous sur la forme initiale, peut-être qu'il a besoin de vous sous une autre forme. Donc il faut que, comme j'ai dit qu'il faut que le joueur s'adapte, il faut que le coach également s'adapte. Donc je crois que ça, c'est quelque chose pour moi que je mettrais au cœur d'une formation de coaching s'il y en avait une, c'est-à-dire qu'en fait, essayer de s'assurer qu'on parle et qu'on a la même chose, qu'on a le même objectif. Ensuite, il faut, dans le court terme, puisqu'on fait de la compétition, être capable d'aider le joueur à se connaître en termes de technique. Quels sont mes coups forts, quels sont mes coups faibles, comment je gagne mes points. C'est important parce qu'il y a des joueurs, on a eu tendance à penser pendant longtemps que faire un bon joueur, obtenir un bon niveau, c'était apprendre tous les coups techniques et qu'une fois qu'on les connaissait tous, ben, ça allait devenir le jeu. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Enfin, heureusement, plutôt que malheureusement d'ailleurs, ça ne marche pas comme ça parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir faire pour être un très très bon joueur. D'ailleurs, Jean-Philippe est un bon exemple. Tout le monde disait que son revers était catastrophique, même s'il n'était pas, mais il avait créé un environnement de jeu qui lui permettait de peu l'utiliser. Donc, il faut que cette connaissance soit partagée, il faut que le joueur connaisse ses points forts, et puis après, qu'il puisse mettre en musique, je dirais, son jeu pour les utiliser le plus souvent. Si vous prenez l'exemple du judo, les judokas, ils parlent souvent de leur spécial. Ils ont une prise forte et tout le jeu, alors je ne suis pas judoka du tout, mais tout le jeu de l'athlète, c'est d'amener l'opposant, l'adversaire, dans une situation où je vais pouvoir, moi, placer mon spécial et mettre un ippon ou marquer des points. Donc, c'est pareil en tennis de table. Il faut que j'amène l'adversaire dans une situation de jeu où c'est moi qui maîtrise le jeu. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Connaître, court terme, point fort, point faible. Ensuite, devant vous va se poser la question, est-ce qu'il faut que je renforce mes points forts ou est-ce qu'il faut que je renforce mes points faibles? Donc là aussi, encore une fois, c'est une question je dirais, de philosophie de l'apprentissage, de la philosophie du jeu et de partage avec le joueur. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis pour travailler sur les points forts plus que travailler sur les points faibles. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, mais il faut faire en sorte qu'on les utilise, qu'on les fasse progresser, mais qu'on les utilise aussi le moins possible. Donc, il faut qu'il y a un équilibre à trouver, puis il y a votre conviction à faire. Je crois que quand je parle de compréhension du jeu, ça veut dire qu'il faut que le joueur trouve son style. Il faut qu'il trouve son style. Et comme l'entraîneur, il faut qu'il trouve son style. Vous ne pouvez pas, vous non plus, comme coach, copier un autre coach.
Vous devez être vous et vous devez vous assumer en tant que personne et de manière à pouvoir, je dirais, à vous créer de l'empathie, créer de la compréhension, mais il faut que vous soyez vous, exprimer ce que vous pensez. C'est très difficile au début, c'est vrai, parce qu'on a je me rappelle, moi j'avais toujours peur de dire une bêtise. Mais en fait, dire une bêtise, c'est pas très grave. Si on dit ce qu'on pense, etc., c'est grave si on se tient à cette bêtise-là, mais c'est pas grave si on est capable de revenir sur ce qu'on a dit et puis d'échanger par rapport à ça. Donc, je crois que quand on coach, il faut être capable de comprendre le joueur, il faut être capable de mettre en place une stratégie d'équilibre entre l'entraînement et la compétition, de manière à donner une chance aux joueurs également de s'exprimer en compétition. Je crois, je l'ai souvent dit, que la compétition, c'est le meilleur des entraînements. Donc, parce que c'est là qu'on a l'occasion de réellement faire des grands progrès. Donc, vous pourrez, dans l'histoire des meilleurs progistes, vous trouverez sans aucun doute des exemples de joueurs qui, en une compétition, ont gagné des mois d'entraînement. Je reviens à Jean-Philippe. Jean-Philippe, un jour, il avait 17 ans, il était à l'INSEP, il y avait à Paris Euroasie. Euroasie, c'était les 16 meilleurs Européens, les 16 meilleurs Asiatiques. Et quelques heures avant la compétition, un joueur, le champion d'Europe, tombe malade. On nous demande de le remplacer et on propose Jean-Philippe qui avait 17 ans. Et ce jour-là, il bat le numéro 5 mondial, alors qu'il était plus de centième mondial à l'époque. Et par cette victoire, je dis qu'il a gagné quasiment 6 mois d'entraînement parce qu'il a pris confiance en lui, il s'est rendu compte qu'il avait ce niveau-là, etc. Donc, quand on est un coach, il ne faut pas hésiter à mettre le joueur en face des vrais défis. Alors, l'équilibre est difficile. Il ne faut pas que ça soit trop difficile. Il faut pas que ça soit trop, les matchs, il ne faut pas qu'ils soient trop faciles. Mais il faut en permanence mettre le joueur en face de challenge. Et je dirais qu'il faut le faire par la compétition et dans l'entraînement. Et on a tendance dans l'entraînement à, une fois qu'on a donné des exercices, à ne pas les adapter au niveau de chacun des joueurs. Donc là encore, on peut faire le même exercice pour 10 joueurs, mais en fait, ce n'est pas le même parce que le niveau de difficulté demandé en termes de vitesse, de placement, de variation, etc., est complètement différent. Donc là encore, vous ne pouvez faire ça que si vous connaissez parfaitement le joueur. Donc coacher, c'est avant tout comprendre le jeu, comprendre l'athlète. Et je m'arrête là pour cette étape-là. Si Flavie, tu as des questions. Non, c'est vrai que c'est très intéressant là, ce que tu soulignes et je pense que c'est vrai que mettre le joueur en condition de compétition à l'entraînement, c'est aussi l'une des clés pour que lorsqu'il soit en compétition, finalement, il ait déjà tous ces schémas vus à l'entraînement et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à la compétition et qui pourrait venir justement le déstabiliser lors de sa compétition. Donc effectivement, ça c'est ce que tu dis, hein, c'est tout à fait véridique. Au moins l'athlète est prêt. Et d'ailleurs c'est comme ça que les athlètes, on va pouvoir voir ceux qui vont performer lors des reprises internationales avec tous les pays en compétition. C'est ceux qui ont été en capacité de rester sous pression à l'entraînement pour pouvoir aujourd'hui s'exprimer en compétition internationale, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que chez nous sommes dans un sport où il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de compétitions internationales, beaucoup de compétitions nationales, des compétitions de clubs, des compétitions individuelles, etc. Donc, on est plutôt dans la tendance trop, mais sans quelquefois beaucoup de sens. Parce qu'il faut que la compétition ait du sens. Aujourd'hui, au niveau international, nous avons un problème parce que pas en ce moment à cause de la Covid, mais je dirais dans la saison traditionnelle, il y a des compétitions toutes les semaines. Il y a des joueurs qui enchaînent les compétitions sans arrêt. Et on perd le sens de l'importance. Moi, je dis toujours, mais les joueurs, ils jouent le mercredi, ils perdent le vendredi, ils rejouent le mardi suivant. Donc en fait, on perd, on oublie, on recommence. Pourquoi c'est très difficile d'être champion olympique? C'est parce que c'est tous les 4 ans. Enfin, non seulement il y a l'opposition, évidemment, qui est préparée, mais quand on a perdu, on dit au revoir et on se revoit peut-être dans 4 ans si on est qualifié. Donc, l'approche mentale de cette compétition, elle n'a rien à voir avec l'approche mentale d'un tournoi qu'on fait tous les mois ou et encore plus toutes les semaines. Et je crois que dans le rôle de l'entraîneur, c'est de choisir les compétitions par rapport au niveau et mettre les joueurs et les jeunes joueurs surtout
dans une situation de défi, de challenge, de difficulté qui va les faire grandir, et tout en toujours donnant du sens. J'entends des entraîneurs qui disent c'est pas important de perdre. Alors je comprends ce qu'ils veulent dire. Je connais personne qui va faire un match pour perdre. Donc ça ne peut Oui. pas être un objectif en soi. Mais évidemment que quand on apprend, c'est normal qu'on perde. Donc il faut interpréter la défaite et voir dans la défaite ce qu'il y a de positif. Et je crois que j'ai regardé, moi je suis du Sud-Ouest, donc j'ai regardé l'équipe de France de rugby dimanche dernier contre l'Angleterre, cette jeune équipe de France. Et, eh bien, moi je trouve que cette défaite elle est cruelle, mais elle va faire grandir cette équipe et l'ensemble du groupe parce qu'il y a eu des choses très très positives. Et je crois que c'est un équilibre à trouver. Et ça, c'est le rôle du coach, d'apprendre, de savoir préparer le timing, etc. Je vois qu'il y a une question. Oui, je l'ai affiché parce que du coup, elle fait référence à ce que tu es en train de nous évoquer, sur justement cette notion de gagner et de perdre. Alors, voilà, qui induit apparemment du stress, tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur le stress, tout ça? Je vois la question. Alors, Brice, d'abord, bonjour Brice, parce que je le connais bien, je l'ai eu à l'entraînement à l'INSEP, donc c'est un joueur très talentueux, et très talentueux. Je ne sais pas s'il est entraîneur maintenant, peut-être d'ailleurs, il joue parce qu'il joue toujours. Mais ce stress, je pense que la question est plus que valide. Et Jean-Philippe, il était comme les autres, il avait beaucoup de stress, il avait peur de gagner, il voulait gagner, il avait peur de perdre, il voulait gagner quelquefois trop. Donc, je crois on a beaucoup discuté avec lui de relativiser les victoires et les défaites. Et on a fait un gros travail, et je crois, alors, un gros travail, même si au départ, ce n'était pas une stratégique, sur l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Philippe, il a eu une chance extraordinaire, outre son talent, que l'environnement était un environnement positif. Je n'ai jamais entendu comme coach son père, sa mère était toujours très, très attentionnée et son père était passionné de tennis de table. Je n'ai jamais entendu son père critiquer l'entraînement, le jeu, etc. C'était toujours bien, alors quelquefois très bien, quelquefois. Mais quand il était jeune, et je me rappelle toujours un championnat de France des moins de 15 ans, c'était à Dijon, où Jean-Philippe a joué 4 finales par équipe, en simple et en double, il a joué toutes les finales et il les a toutes perdues. Et, et pourtant, il y avait une attente très forte parce qu'on était dans une région très, très faible en tennis de table. Les supporters avaient le champagne, etc. Donc, ils savaient que tout le monde attendait la victoire. Et ça a été un moment très, très difficile, mais on en a parlé. Il a été capable, 15 jours après, de gagner le titre des moins de 18 ans. Ça veut dire qu'il s'est ressourcé dans cette défaite. Et je crois que ce qui était important pour lui, c'était de comprendre pourquoi et d'utiliser ce pourquoi. D'ailleurs, il a dit qu'elle a été champion du monde, que probablement il n'aurait pas gagné la finale s'il n'avait pas déjà joué la finale des Jeux Olympiques, qu'il avait perdue. Il dit, cette finale des Jeux Olympiques, elle a été très éprouvante pour moi mentalement. Je crois qu'on a mis plus d'un an à revoir le match. Mais il a été capable de se ressourcer, d'utiliser cette défaite-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a toujours partagé ce qui se faisait et je lui ai demandé, tu joues pour toi. Tu n'as pas tu sais, gagner ou perdre, c'est pas nous faire, ça nous fait plaisir évidemment, mais tu n'as pas de compte à nous rendre. C'est-à-dire que le jeu, il demande des fautes, il va t'amener à gagner. Donc aussi jouer pour prendre du plaisir. Et comme il avait un jeu à risque, d'ailleurs comme Brice Olivier, ben accepter que quelquefois ça ne marche pas. Donc, et pas être calculateur. Fais-toi confiance. Et je me rappelle d'une question qui avait été posée par des entraîneurs à ce sujet-là. Jean-Philippe était, pour toi qui ne connais pas beaucoup le tennis de table, Flavie, était le premier spécialiste des services rapides, c'est-à-dire des services très, très longs et très vite, où on prend beaucoup de risques. Et beaucoup d'entraîneurs ne comprenaient pas quand ils les utilisaient. C'était un peu son spécial. Et la réponse de Jean-Philippe à un coach suédois a été, mais je ne sais pas quand j'utilise. Je les utilise quand je le sens. Donc en fait, quand je sens que j'en ai besoin. Ça peut être à 0-0, ça peut être sur une balle de match. Ça ne me pose aucun problème. Donc en fait, il avait réussi à jouer chacun des points. Et dernier exemple, parce qu'il n'y a pas de méthode. Jean-Philippe a été champion du monde et il a joué pendant un an au Japon, un tournoi où il y avait beaucoup d'argent, énormément d'argent pour l'époque. Et il a eu un match, une balle de match pour gagner beaucoup d'argent.
Je ne donne pas le chiffre, mais les points, Brice doit le savoir. Et je lui ai dit quelle est la différence entre jouer un match pour un point pour être champion du monde et jouer un point pour gagner beaucoup d'argent. Ben, il m'a dit c'est beaucoup plus difficile pour gagner beaucoup d'argent parce que quand tu joues pour gagner beaucoup d'argent, tu penses à l'implication de l'argent dans ta vie future. Donc, ça implique très longtemps. Quand tu joues la balle de main de champion du monde, tu penses à gagner le point. Donc, je pense que sa grande force, c'était de ne pas projeter les conséquences d'une victoire. Ce que font beaucoup de joueurs. Moi, je connais beaucoup de joueurs qui, quand ils rentrent dans un tournoi, ils regardent le tableau. Ils disent celui-là, je vais le battre. Celui-là, je vais le battre. Ah là, quart de finale, je rencontre ce type-là, j'ai aucune chance. Donc, en fait, ils ont déjà joué le match avant de commencer. Et je crois que la force de Jean-Philippe, c'était d'être dans le moment présent. Et ça, si j'ai un conseil à donner, c'est aux entraîneurs, c'est aider les joueurs à être dans le moment présent. Mais c'est compliqué parce que, comme j'ai parlé au début de l'environnement, il y a beaucoup de pression de l'environnement. Les parents veulent que le gamin, soit le fils ou la fille, gagne, normal. L'entraîneur veut que le fils ou la fille gagne, normal. Le président de club veut que etc., etc. Et il faut essayer d'extraire ça. C'est mieux de gagner, mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner tout le temps. Je ne connais pas de joueur qui ait gagné tous leurs matchs. J'en connais qu'une, en fait, qui s'appelle Deng Yaping, qui a été juste 16 fois champion du monde olympique et qui a perdu 5 matchs dans sa vie. Donc, c'est très, très peu. Moi, je peux perdre 5 matchs dans la journée, elle a perdu 5 matchs dans sa carrière. Donc, mais c'est exceptionnel dans un système un peu différent. Et je dirais aux entraîneurs, ce que je répète souvent, c'est, rappelez-vous, le coach ne joue pas. Le coach ne gagne pas, le coach ne perd pas. Il est un acteur du système, mais c'est le joueur qui joue, qui gagne et qui perd. Et déjà, ça va peut-être vous mettre un peu plus à l'aise. Alors, je ne dirai pas plus loin sur la question de Brice, mais j'espère, Brice, qu'on se rencontrera et puis qu'on pourra échanger sur ça et sur d'autres choses. Et c'est vrai que cette notion de justement rester dans le moment présent, c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup d'athlètes que j'accompagne dans leur quête à la performance. Et c'est vrai que c'est finalement l'une des notions qui ressort le plus, c'est que l'athlète a une fâcheuse tendance à se projeter. Et en se projetant, on en perd finalement la capacité à développer tous ces outils et toutes ces compétences et connaissances dans le moment présent. Et c'est comme ça aussi qu'on peut passer à côté d'un gros événement. Et ça peut nous jouer des tours. Alors, ouais, il y a une autre question, alors du coup, qui est assez intéressante aussi. C'est justement sur la pression qui est de plus en plus forte auprès de la relève, hein, donc des jeunes, et qui perdent cette notion de plaisir du jeu. Et entraîner des jeunes plus de 12 heures par semaine, en gros, qu'est-ce que toi tu en penses, Michel? Alors, c'est de vraies bonnes questions. Je crois qu'il y a beaucoup de mots. Il y a deux questions dans cette question. Plaisir et jeu, ben, j'en ai parlé, je crois que c'est clé, c'est capital. Donc, ça veut dire que le coach, l'entraîneur, il doit mettre en place un entraînement dans lequel on a du plaisir. Et le plaisir, c'est souvent pour les enfants, pour les jeunes joueurs, il est synonyme de challenge, de défi. Donc, chez nous, on parle souvent, on a la précision, on a la vitesse, on a la hauteur de la balle, les effets, etc. Donc, je crois que c'est très important pour l'entraîneur d'être capable d'amener toujours le joueur, de lui proposer des exercices dans lesquels il est toujours à la limite de ce qu'il peut réaliser. Alors, il ne faut pas que ce soit trop difficile, parce que si je tente 10 fois et que je rate 9 fois, ben, je ne vais pas avoir du plaisir, je vais me décourager. Mais si je réussis 9 fois sur 9, 9 fois sur 10, c'est pas intéressant, donc je vais pas m'entraîner. Donc, il faut trouver toujours des exercices, du travail où on est à 4, 5, à 40, 50% de réussite et aller jusqu'à 80%, et puis de plus en plus difficile. Donc ça me semble très capital, très important. La notion de jeu est évidemment capitale. Donc, je joue contre quelqu'un. Donc, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de Jean-Michel Sèvres, parce que je suis toujours en contact avec lui, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il me dit, moi, comme je disais, il comptait tous les points parce que pour lui, c'était la façon d'être dans le match. Il ne voulait pas perdre même un entraînement. Et même si l'adversaire ne savait pas qu'il comptait les points. Mais pour lui, c'était très important. Donc, ces deux notions, prendre du plaisir, aller vers,
ouvrir les situations de jeu qui permettent de s'extérioriser, et ça va aller en lien avec ce que je voulais dire après. Et ensuite, s'entraîner 12 heures par semaine, c'est nécessaire de s'entraîner beaucoup parce que on sait que, j'ai donné tout à l'heure les chiffres de nombre de 10 000 heures, entre 1000 heures par an. C'est pas sorti comme ça de ma poche, mais on a fait beaucoup de statistiques et j'en mets dans le livre sur l'entraînement des jeunes joueurs en Chine et autres, des champions, et on se rend compte que les doses d'entraînement sont quasiment partout les mêmes. Donc maintenant, la difficulté, c'est justement, c'est encore lié à ce que je veux, au plaisir, c'est de rendre cet entraînement fun. Et je donne encore un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping donc, a été l'immense championne. Elle était, pour information, elle a été désignée championne du XXe siècle, tous sports confondus en Chine. Donc vous voyez le niveau de cette athlète. J'ai eu la chance, quand je travaillais en Angleterre, elle habitait à côté de chez moi parce qu'elle faisait un master d'anglais. Elle venait de temps en temps à la salle. Et un jour, je lui ai demandé, elle est venue voir l'entraînement des jeunes filles, et je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses. Je m'attendais à avoir une réponse technique. Elle m'a posé une question. Est-ce qu'elles aiment le tennis de table? Est-ce qu'elles adorent le tennis de table? Je lui ai dit, c'est une bonne question, je ne sais pas vraiment. Elle me dit, parce que si tu n'aimes pas le tennis de table, si tu aimes le tennis de table, si tu l'adores, répéter des coups tout le temps, tous les jours, etc., c'est vraiment un plaisir. Si tu ne l'aimes pas, c'est vraiment une peine. Donc, avoir du plaisir, c'est au cœur de l'entraînement. Et je crois que nos entraîneurs, parce qu'ils ont pour souvent des bonnes raisons, on a oublié cette notion-là. Donc, j'y crois que le volume d'entraînement de 12 heures et plus, puisqu'on peut monter pour les jeunes athlètes, les 10, 12 ans, 12 heures, 13 heures, c'est bien. Mais il faut que ça soit fait dans un cadre de jeu. Et le cadre de jeu, c'est pas uniquement répéter des exercices. On est un sport d'habileté. Donc, ça veut dire qu'on peut proposer aux joueurs d'inventer des coups, de faire des choses qu'ils ont vues à la télé chez les meilleurs, d'utiliser de plus en plus leurs mains, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup de choses ludiques en lien avec le tennis de table dans l'entraînement avec les petits. Plus on progresse, plus on devient dans l'aspect physique et on connaît son jeu, etc. Donc, s'entraîner beaucoup, c'est nécessaire. On n'est pas obligé de faire le même entraînement pendant toute l'année. C'est-à-dire que chez les jeunes, je pense que c'est très important d'utiliser les périodes de vacances où on a du temps de récupération, on peut faire autre chose pour faire beaucoup d'entraînement, être capable en même temps pour contrebalancer quand il y a l'école, etc. Donc, s'entraîner beaucoup, c'est indispensable parce que avoir du talent, c'est pas suffisant, parce que des gens qui ont du talent, il y en a beaucoup dans le monde. Donc, il faut que les gens qui ont du talent s'entraînent encore plus que les autres, mais il faut que le jeu soit là en permanence et l'habileté soit encore de l'entraînement. Voilà pour la réponse. Encore une fois. Et je rebondis. Vas-y. Oh, vas-y, je t'en prie, Michel. Vas-y. Non, donc du coup, moi, je rebondis. Vas-y. Non, je disais, moi, je m'adresse aussi aux entraîneurs. C'est que finalement, quand vous avez des jeunes joueurs qui ont, par exemple, 10-12 ans et qui s'entraînent déjà 12 heures par semaine, il ne faut pas oublier aussi qu'ils vont avoir envie de venir à l'entraînement aussi pour vous voir. Donc, il y a aussi cette notion de relation déjà à instaurer. L'entraîneur, c'est aussi peut-être à un moment donné, ça va être le copain, ça va être quelqu'un avec qui on va partager des moments. Et après, en plus, il y a quand même une partie de la carrière qui va se développer avec l'entraîneur. Donc, c'est vraiment important de justement travailler aussi sur cette notion, je pense, entraîneur, entraîné, pour que l'athlète, même si un jour il est fatigué après l'école ou qu'il est dans une période de démotivation, c'est important que il ait aussi envie de venir à la salle pour vous voir finalement et voir ses copains et qu'il se sentent bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sport, c'est aussi un facteur d'intégration sociale. Et donc, du coup, le joueur va bien se sentir aussi à la salle. Et voilà, je pense que c'est aussi important de le rappeler qu'il n'y a pas que l'aspect technique, l'aspect pratique. Il y a aussi, comme tu insistes, Michel, sur cette notion de fun, d'exercice ludique, de peut-être aussi de jeu qu'on peut mettre en place. Et pour les jeunes, c'est hyper important de pouvoir conserver cette notion pour éviter de les perdre à 15-16 ans et à les dégoûter déjà du haut niveau à cet âge-là. Tout à fait. Et je crois que nous, en plus, en tennis de table, on a de la chance parce que notre sport est un jeu, c'est un sport d'habileté. Et donc, on peut je pense qu'on n'utilise pas ça suffisamment dans les salles d'entraînement. On en est encore trop souvent, à juste répéter des exercices qui sortent de livres, etc., ou qu'on a déjà fait quand on était joueur, etc. Et je crois que ça, mais je dirais, prenez des risques. J'espère qu'aujourd'hui, c'est un travail qui va se faire avec la fédération, redonner, je dirais, la liberté aux entraîneurs.
tout en connaissant, je dirais, le cadre. Il y a des choses à respecter. On parle des volumes d'entraînement, il faut les respecter. Mais je crois que c'est très important. Et je dirais qu'il y a une dernière chose qui est frustrante pour les entraîneurs de club, souvent, c'est que quand on a un bon joueur, il s'en va. Il s'en va s'entraîner dans un pôle, il s'en va s'entraîner à l'INSEP, etc. Oui. Mais je crois qu'à partir du moment où vous avez créé une vraie relation, vous êtes le vrai pilier. Le premier entraîneur, c'est souvent le vrai pilier de référence pour les joueurs. Moi, je suis parti au Canada, je suis toujours resté en contact avec Jean-Philippe à titre amical, mais aussi au tennis de table. Parce qu'en fait, on est toujours la première référence. Je crois que c'est très important de garder ça. Et je crois que quand on est entraîneur, il faut accepter aussi de laisser partir le joueur quand on n'a plus les moyens de lui donner les conditions parfaites. Je crois que le rôle d'une fédération, c'est d'associer ça. J'espère que c'est ce qu'on pourra faire. Je voulais dire également aux gens qui posent des questions, je ne pourrais pas répondre, on est déjà quasiment à 1 heure là, donc, mais à toutes les questions, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ça ne me pose pas de problème, ou sur Facebook, je vous répondrai chaque fois. Pour moi, c'est un plaisir d'échanger sur le PIC, donc il n'y a pas de souci. Je continue, on va peut-être déborder un peu, je ne sais pas, les techniciens, ça pose problème ou pas? J'ai pas de... Non, ça devrait aller. Non, Luc me dit non, donc il n'y a pas de problème. Je vais déborder un peu sur l'heure. Donc, la troisième chose, bon, je crois que coacher pour gagner, c'est avant tout, au-delà de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est s'appuyer sur les piliers du jeu. Donc, je crois que pour être bon joueur, il faut avoir une connaissance de soi. On en a déjà parlé, le joueur, il se connaît. Et le deuxième, une confiance en soi. C'est ces deux piliers du jeu. Si on n'a pas la connaissance de soi, on ne va pas faire les bons choix par rapport aux coups techniques, aux stratégies, à la tactique, etc. Et si on n'a pas confiance en soi, on ne va pas prendre de risques. Et si on ne prend pas de risques, en général, on ne gagne pas. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, un dilemme de l'entraîneur et de l'entraînement en tennis de table. Parce que chez les jeunes, la victoire se décide sur les fautes. Les jeunes joueurs font plus de fautes que de coups gagnants. Et les très forts ne gagnent que sur des coups gagnants. Et là, il y a un dilemme, parce que beaucoup d'entraîneurs disent aux jeunes joueurs, ne prends pas de risques, attends, il va faire une faute. Alors, et ça marche. Mais en fait, je dirais, c'est, entre guillemets, je vais diminuer un peu le sens du mot, c'est comme une escroquerie, parce que ça marche à court terme, ça marche jamais à long terme. Donc, si j'ai appris pendant 4-5 ans à gagner mes matchs en assurant, sans faire de faute, j'obère mon potentiel pour gagner au moment où ça sera très important. Donc, prendre des risques, c'est quelque chose de très important dès le début, sachant que si je prends des risques au début, comme ma technique n'est pas affinée, n'est pas à 100%, je vais faire des fautes et je vais perdre plus de matchs. Mais c'est un investissement. C'est-à-dire que je vais perdre des matchs qui vont me permettre de progresser et après de gagner ces matchs. Ça, c'est très important. Et la confiance en soi, ça débloque deux choses qui sont liées et qui sont capitales pour les progistes. Une, c'est l'intuition, et deux, c'est la créativité. Il faut que les joueurs soient, comment dirais-je, se fassent confiance et fassent confiance à leur intuition. Il n'y a absolument pas de problème. Il faut qu'ils jouent comme ils le sentent. Okay, ça ne pose pas de problème. Et je crois qu'à l'entraînement, dans l'entraînement, il faut que l'entraîneur il trouve une façon d'accepter les joueurs qui ont cette intuition. C'est un peu comme les gens qui sont très doués, ils posent problème aux enseignants et ils posent problème aux entraîneurs parce qu'ils sont différents, parce qu'ils vont plus vite, parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Et notre système, qui est un système basé sur la tradition de l'éducation nationale, c'est qu'il est basé sur la moyenne. Donc les gens qui sont différents, ils posent problème. Donc on essaie de les remettre dans la médiane. Mais quand on parle d'excellence, quand on parle de haut niveau, il faut que les gens qui sont différents, on leur laisse la chance d'être différents. Je ne dis pas dans la discipline, etc., mais dans le jeu, aidons tout le monde à savoir ce qu'est l'intuition et à se faire confiance. Donc cette intuition, elle doit être intégrée dans l'entraînement. Ça me semble capital. Et un bon coach doit être capable d'aider les enfants, ses joueurs, à se faire confiance. Et puis la créativité, inventer des coups, inventer des choses nouvelles, inventer des techniques. Dans le livre, je donne les piliers de ce qu'est de la technique. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de piliers. Il y en a 4-5 choses qui sont très importantes. Je vais en citer le relâchement, le timing, l'utilisation de la main, etc. Une fois qu'on a ça, on peut inventer sa technique.
C'est ce que ça fait Jean-Philippe et ce que font beaucoup de joueurs. Et je crois que le rôle de l'entraîneur, c'est d'aider ces joueurs-là à avoir cette créativité. On peut inventer des coups. Et moi, je regrette que aujourd'hui, quand je vais dans une salle de tennis de table, je vois beaucoup de joueurs qui jouent pareil, qui jouent trop pareil. Donc, je crois que moi, j'ai l'exemple de quand je vois jouer Kokiniwa, pour les progistes qui c'est un japonais, ben, je suis émerveilleux par son sens de la création. On a l'impression qu'il ne pourra jamais faire un champion parce qu'il doit peser 45 kilos, avoir des cuisses comme mes bras, mais c'est un joueur, c'est un artiste. Ben ça, c'est des joueurs des qualités qu'il faut développer. On a parlé de Jacques Secrétin, qui malheureusement est décédé il y a quelques jours. C'était un artiste, et on a parlé évidemment pour ma génération de coach de Wallner, qu'on appelait le Mozart du tennis de table, parce qu'il inventait du tennis de table en permanence. Alors, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est quand même en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, donner du plaisir. Si je vais à l'entraînement juste pour être un robot, répéter des coups techniques et sans défi et sans apporter ma touche, je crois que j'ai beaucoup de chance de ne pas continuer. Donc, aidons les athlètes à comprendre ce qu'ils ont une intuition, à s'écouter et puis aller au-delà de la tradition. La deuxième chose, c'est lié à ça, il faut que l'entraîneur ait confiance aux joueurs, il faut que ça se développe. Le joueur n'a pas toujours tort. Quand j'étais entraîneur, on avait souvent des conflits, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas de mon avis, etc. Et je me suis dit, s'ils le disent quand même, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'en plus, c'est eux qui jouent. Donc, écoutons ce qu'ils ont à raconter, ce qu'ils ont à dire. Et je crois qu'il faut savoir écouter, prendre en compte ce que disent les joueurs. C'est pas toujours facile quand on est dans un système qui est un peu lourd, mais quand on est des joueurs talentueux, il faut absolument les écouter. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre tout ce qu'ils disent. C'est pas eux qui deviennent le coach, mais il faut être capable d'intégrer ce qu'ils disent, ce ressenti. Donc, les faire parler, ça me passe très important. Il faut créer un environnement positif, j'en ai parlé. Donc, l'environnement positif, c'est le joueur, sa famille, le club, les enseignants, l'école, parce que souvent à l'école, on ne comprend pas pourquoi le joueur est absent, pourquoi on veut que le joueur s'adapte à l'école, et pourquoi pas l'école s'adapterait au joueur. On peut poser la question, et quand on traite des cas particuliers, on voit qu'on y arrive. Donc, je crois qu'il faut informer très largement de ce qu'est le haut niveau. En un mot, je crois que nous n'avons pas, et là je parle du tennis de table, une culture du haut niveau. On pense que le haut niveau, c'est quelque chose de réservé à une infime minorité, c'est vrai, mais la culture du haut niveau, ça permet à chacun de progresser. Moi, si je passe d'un niveau 1 à un niveau 10, ben, je vais aussi être content, avoir progressé, prendre plus de plaisir. Donc, il faut qu'on crée cette culture. Ensuite, il faut être patient. N'attendez pas des résultats demain matin, jouez pour l'avenir. Après, il y a des normes. Et les champions, ils ont toujours été concurrentiels dans toutes les catégories d'âge, mais ils n'ont pas toujours gagné. Si vous prenez le tennis, vous regardez le palmarès des petits as, par exemple, à Tarbes, vous trouverez les noms de Nadal, Federer et les autres, Djokovic, mais pas toujours vainqueurs, toujours dans les parties finales, près de la victoire. Et c'est vrai dans tous les tournois. Donc, on devient un champion, mais on ne gagne pas tout le temps et à tous les âges. Et ça, parce que quelquefois, dans les jeunes, il y a des stratégies de jeu qui sont plus favorables et qui s'avèrent un peu défavorables par la suite. Donc, soyez patients. Acceptez les erreurs. Donc, ça me semble quelque chose qui est également très important pour le coach. Et donc, j'avais écrit je n'irai pas au bout, mais on pourra recommencer, il n'y a pas de problème. J'ai dit, pour être un bon coach, coacher pour gagner, il faut aider les joueurs à gagner, il faut avoir une capacité de dialogue importante, il faut être capable de renforcer l'autonomie, d'intégrer cette notion de défi, de manière à trouver l'équilibre entre je m'entraîne, je joue et je me repose, parce qu'il faut aussi se reposer. Et je crois que cet équilibre-là, en fait, c'est trouver l'équilibre de la personne. On a en France, pendant longtemps, débattu sur ce double projet. Moi, je suis d'accord sur le double projet dans l'éducation. Je ne suis pas d'accord sur le double projet comme le sport venant après l'école. Si on fait du haut niveau, et là c'est un autre sujet, je pense que le sport est d'abord premier et l'école est autour. Et c'est à l'école à s'adapter à l'athlète et pas le contraire. Si vous êtes intéressé par les belles structures de haut niveau, il faut regarder ce qui se passe en Norvège, qui est un petit pays qui sort des champions et des championnes en ski sans arrêt. Regardez comment c'est organisé. Quand on rentre dans le centre des écoles de haut niveau
en Norvège, la première question qu'on pose, c'est quelles sont les contraintes de la compétition, quelles sont les contraintes de l'entraînement, au niveau du type d'entraînement, quelles sont les contraintes des voyages. On met tout ça, et une fois qu'on a mis tout ça, on dit, ben voilà comment on va faire l'école. On ne fait pas l'école sur 6 mois par an, mais sur 12 mois par an. Donc, c'est un exemple qu'on devrait méditer. Et je crois que cette question-là, elle se pose à tous les entraîneurs dans les clubs de la même façon. Elle n'est pas au même niveau, mais elle se pose avec les entraîneurs dans les clubs de la même façon. Donc, moi, je dirais, pensez quand vous êtes coach que vous êtes un personnage très important. Si vous voulez gagner, ne prenez pas de raccourcis, prenez votre temps, écoutez, dialoguez, insufflez des idées, voyez comment vos athlètes réagissent et profitez de chacun de leurs rebonds pour les faire aller plus loin. En fait, coacher, c'est quelque part augmenter la qualité des gens, augmenter leur capacité de réfléchir. Ça ne se limite pas à, je dirais, avoir une bonne technique, avoir une bonne stratégie. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est ça. Et partager, discuter. Ce qu'on fait là, ben pour moi, c'est un plaisir parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais coach de club, j'ai rencontré des athlètes très forts. Et puis après, ben, quand on a un peu de succès, la parole est plus écoutée. On devient un meilleur coach parce que les gens croient que vous êtes un meilleur coach. Ce qui est aussi un élément très important pour donner confiance aux gens. Mais partagez entre vous, posez des questions. N'ayez pas peur d'affirmer ce que vous pensez. Et puis comparez avec vos pairs et avec les athlètes. Et puis, je pense que vous prendrez aussi du plaisir à coacher. Voilà j'arrêterai là aujourd'hui, même si j'avais plein de choses encore à dire, mais on pourra en refaire un si ça vous intéresse. Flavie, je te rends la parole. Alors, est-ce que tu souhaites quand même répondre à quelques questions? Moi, je peux répondre, mais on s'est engagé sur un temps, donc je ne veux pas non plus aller au-delà. Okay. On a dépassé. Alors, il y a quelques questions concernant du coup les coachs européens et les coachs asiatiques. Ouais. Donc, il y a pas mal, deux, trois questions autour de cette thématique-là. Ouais. Il y a aussi, par exemple, une différence importante entre les pays asiatiques et européens. Le tennis de table est assimilable au foot en Europe, si j'exagère l'image. Voilà, il y a pas mal de questions autour de cette thématique. C'est de répondre. La dernière que tu as posée, c'est une vraie bonne question. Alors, c'est pas partout en Asie, mais par exemple, c'est différent. Les modèles sont différents en Chine, en Corée, au Japon. Mais en Chine, par exemple, c'est vrai on peut comparer le tennis de table au foot. C'est un sport de culture. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, si vous lisez le livre rouge de Mao, je ne suis pas sûr que vous lisiez régulièrement, mais Mao, dans le livre rouge, conseille aux Chinois d'appliquer les préceptes des entraîneurs de tennis de table. Donc, à l'époque, les conseils de Mao, ça valait ordre. Donc, ça veut dire que tout le monde joue au ping-pong. Tout le monde. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais dans un centre provincial à Luneng, en Chine, j'ai posé la question, comment vous faites la détection? En fait, il me dit, la détection, nous, on récupère ceux qui gagnent, en fait, parce que tout le monde joue au ping-pong. Donc, c'est déjà une culture différente. Le ping-pong fait partie de la vie. Et donc, comme au football, moi, quand j'étais jeune, on ne savait pas ce qu'était un coup franc avec de l'effet au football. Aujourd'hui, tous les gamins, depuis Zidane, Platini, presque tout le monde sait mettre de l'effet dans le ballon. Et au tennis de table, c'est pareil. Tout le monde sait faire un top spin, tout le monde sait mettre une balle, utiliser les effets. Et un jour, j'ai posé la question à Jean-Philippe, qui rentrait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il rentrait d'une foire du sport à Shanghai, et où les gens jouent, ils ont joué avec lui. Je lui dis quelle est la différence. Il me dit en France, c'est quand on joue avec des gens en costume cravate, ils ne savent pas du tout jouer. Et en Chine, le chef d'entreprise, il arrive, il enlève la cravate et il joue à un sacré niveau. Donc ça veut dire que la base culturelle est déjà là, donc ils gagnent du temps. Deuxième chose, ils ont une telle masse de concurrence qu'ils n'ont pas besoin de créer de concurrence. Parce que c'est une promotion sociale d'être champion de tennis de table. Aujourd'hui, les champions de tennis de table en Chine, c'est eux qui font toutes les publicités, des appels, des téléphones, on les voit partout. Donc pour nous, c'est très étonnant en Europe. Troisième chose, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, l'entraînement chinois n'est pas stéréotypé. Vu d'Europe, c'est stéréotypé et c'est très dur. Mais la dernière fois que je suis allé à Luneng, j'étais très surpris par la qualité, par le jeu et le plaisir que prenaient les joueurs et leur autonomie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, mais en positif. Et le quatrième chose, c'est que pour eux, la compétition est présente à tous les points. C'est-à-dire que dans l'entraînement, on est là pour gagner tous les points. Et le cinquième avantage, c'est qu'ils sont capables de sélectionner
des athlètes les plus talentueux. Et à la différence de ce que nous faisons en Europe, où on a créé des groupes, on sélectionne les moins de 12 ans, puis les moins de 15 ans, puis les moins de 18 ans, puis après les seniors. Les Chinois, dans les centres d'entraînement, l'équivalent de nos pôles, ils sélectionnent à 12 ans ou 13 ans. Et puis c'est tout. Il ne faut rentrer personne après dans les pôles jeunes. Mais dans le pôle, il y a des joueurs qui ont 12 ans et des joueurs qui ont 18 ans, garçons et filles. Et donc, ils ont en permanence, les gens qui sont talentueux, ils ont en permanence des gens au-dessus d'eux. Donc, à Luneng, ils ont 24 filles et 24 garçons. Donc, donc la compétition est présente et ils vont très loin, hein, qu'on ne pourrait pas faire en France. Tous les mois, à Luneng, il y a ce qu'ils appellent un top 24, c'est-à-dire que les 24 joueuses, les 24 filles se rencontrent en un match et les 24 garçons se rencontrent. Et le salaire du mois suivant, puisqu'ils sont professionnels à cet âge-là, est proportionnel au résultat. Donc évidemment, quand on a 12-13 ans, au début, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais au fur et à mesure, on progresse. Et il y a un des joueurs chinois qui est dans les meilleurs, qui était en finale de la Coupe du Monde, je crois, Wang Chuqin, que j'ai vu à Luneng, qui avait 14 ans quand j'y suis allé. Et on voyait déjà, il était aidé un peu plus vite que les autres parce que les entraîneurs avaient misé sur lui. Donc ce système-là est un système qui parce qu'il est culturel, il rassemble toutes les conditions de réussite. Nous, il faut qu'on les crée, ces conditions. On n'a pas 24, alors 24 c'est une province, on n'a pas 24 talentueux dans chaque club, dans chaque ligue, etc. Donc il faut qu'on rassemble. Et notre enjeu, c'est de pouvoir faire un aller-retour permanent entre le niveau local et le niveau national et le niveau international. Aujourd'hui, la salle d'entraînement, elle est au niveau mondial, elle n'est pas au niveau national. Il faut voyager, il faut aller ailleurs. Donc ça, il faut qu'on puisse l'intégrer. Eux, ils l'ont chez eux. La deuxième chose, ils favorisent beaucoup cette autonomie du joueur, cette créativité et cette capacité de s'adapter. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. En Corée, c'est différent. C'est de tout petits groupes qui sont sélectionnés très tôt. Mais moi, ce que je trouve chez les Coréens, je ne donnerai qu'un exemple parce que ce sera trop long, je trouve que les joueurs sont sereins. C'est-à-dire que chez nous, quand un joueur perd un set très serré, c'est souvent une catastrophe. Et il a du mal ensuite à revenir dans le set suivant. Le Coréen, regardez pour les pongistes, quand vous regardez jouer des Coréens, quand ils gagnent, quand ils perdent, vous avez l'impression que ça n'a aucun impact sur le mental. On revient au set suivant et on est prêt à se battre à nouveau. Donc, ils sont très résilients et les coachs je crois qu'ils insistent beaucoup là-dessus. On n'est pas affecté par ce qui s'est passé. On pense toujours futur. Nous, on est un peu en France, on a tendance à penser passé et on a tendance à penser souvent à mettre de l'emphase sur ce qui est négatif. Eux, ils mettent de l'emphase sur ce qui est positif. Moi, j'ai vécu ça en Amérique du Nord où on parle toujours de ce qui marche, très rarement de ce qui ne marche pas. Ça aussi, pour un coach, c'est très important. Quand je voyais des coachs, après une défaite, passer un quart d'heure à expliquer aux joueurs pourquoi il avait perdu, en faisant beaucoup de gesticulations et beaucoup d'explications, je crois que ça ne sert à rien. C'est au contraire. C'est quelque chose qui rabaisse, etc. Donc, pour moi, ça, c'est une grande différence entre les joueurs asiatiques et européens. C'est cette capacité à aller dans le futur et avoir confiance en soi. Et je crois que c'est pas inné. Je pense que c'est une éducation, etc. Et puis, ils sont habitués à la dureté de la compétition. Ils ne sont pas surpris par la dureté de la compétition. Nous, en France, quand un joueur est très talentueux, je dirais qu'il gagne trop facilement, souvent. Donc, il faut toujours, ce que je disais pendant un moment, c'est toujours le mettre dans le défi prochain. Il ne faut pas attendre. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insisterai. Quand vous avez des joueurs talentueux, mettez-les dans la difficulté. Ça leur permettra d'avancer très vite. Voilà ce que je pourrais dire, c'est des différences entre est-ce que le talent peut exister sans travail? Ben, le talent, il existe sans travail, c'est clair, mais il n'est pas suffisant. Le travail permet de gagner. C'est-à-dire que si je veux que m'amuser, et il y a beaucoup de joueurs on a plus en France, le tennis de table, notre force, c'est tout le monde peut jouer. On ne sait pas exploiter d'ailleurs. Donc je peux avoir du talent, plus j'ai de talent, plus je veux m'amuser. Je pense que c'est un vecteur qu'on peut développer d'ailleurs dans les clubs, aider les gens qui ont du talent, qui sont en droit à mieux jouer pour se faire plaisir. Mais avoir du talent, je dirais que c'est une condition minimale pour avoir du succès au niveau international. Parce que tous ces joueurs-là sont pleins de talent. Donc il faut absolument qu'on travaille pour peut-être plus parler d'excellence que de talent. Ouais, mais l'excellence, c'est un objectif. Le talent, c'est une condition sine qua non
avec ça. le travail pour arriver à l'excellence. Le talent est presque inné finalement Ouais. par rapport Mais- à l'excellence qui se ouais, travaille. c'est un prérequis. C'est un prérequis. Exactement. Après, on peut développer, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait qu'on ait une discussion sur la définition de ce qu'est Du le mot. talent. Oui. Et à partir de quel seuil on peut dire que c'est du Ah, talent et pas de exactement. l'excellence? Exact, c'est que le talent, et le talent dans chacun des sports. Parce qu'on Oui, peut être talentueux dans le tennis de table. Alors, en général, les pogistes, si tu leur donnes un club de golf, ils se débrouillent bien, même très bien. Une raquette de tennis, tout ce qui est raquette, en fait, tout ce qui est outils, ils se débrouillent bien. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est bon au tennis de table qu'on va être bon au football ou d'autres sports, la natation, etc. Et je crois que dans chaque sport, il faut être capable de trouver ce qui accroche les athlètes. Moi, j'ai un petit-fils qui a 10 ans, qui vit en Angleterre parce qu'il est anglais et français. Il fait de la natation, il a un très bon niveau de natation au niveau national des 10 ans. Et je lui pose la question, mais je dis, tu prends du plaisir à nager? Parce qu'il nage beaucoup, évidemment. Hein. Elle me dit, ouais, c'est super, j'ai les appuis sur l'eau, les sensations, etc. Et je suis épaté de la qualité de son entraîneur qui était capable de l'aider à trouver du plaisir dans la natation. Parce que moi, quand je nage, c'est plus une peine qu'un plaisir. Et oui. lui, et quand il a fini l'entraînement, il s'entraîne encore pour chercher ses sensations. Et je crois que c'est une vraie synthèse de ce qu'on doit chercher. Et je terminerai là-dessus. Moi, j'ai vécu en Angleterre, j'ai travaillé en Angleterre. Et quand on voit, j'y vais souvent évidemment, puisque j'ai ma fille là-bas, mes petits-enfants, et quand on voit dans les clubs sportifs la capacité, comment comment dire, la fédération et les entraîneurs ont traduit les valeurs de l'excellence, les qualités de l'excellence dans l'apprentissage des petits, je suis estomaqué. C'est-à-dire que les leçons de l'excellence de Londres ont été traduites pour l'apprentissage des enfants. Ma petite fille fait de la gym, elle a 6 ans. Moi, j'avais dit à ma fille, tu sais, la gym, c'est difficile, c'est dangereux, etc. Enfin, ce que je connaissais. Et je vais à la salle d'entraînement, c'est que du jeu, que du plaisir, etc. Et je dis à l'entraîneur, bravo, parce que c'est vraiment la quintessence de ce qu'il faut faire. Et j'espère qu'on pourra faire pareil, quoi. Et Voilà. oui, tout à fait. Bon, Bah écoute, après, il y a d'autres petites questions, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions. il y a encore une Euh, autre, et puis après, on peut me l'envoyer. De toute façon, tu me les envoies pas. Je les récupérerai et je pourrai répondre directement aux gens s'ils laissent une oui, remarque. oui, oui, après, il y a des questions assez techniques aussi. Donc, Donc, tu vas répondre alors. donc voilà. Pardon? Tu vas répondre aux questions techniques, là. Ben non, mais technique de ping-pong, moi, mentale, si vous voulez, mais Ok, en tout bah cas, écoutez, moi il y a je les... veux remercier tout le monde, tous les auditeurs, spectateurs, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir là-dessus, de s'entendre. Et puis, comme il y a beaucoup de pongistes, ben, comme je suis revenu à la fédération, non plus comme entraîneur, mais comme politique, on aura l'occasion de se voir dans des salles. Et puis, évidemment, pour moi, c'est toujours un plaisir de parler ping-pong. Merci à Flavie, parce que c'est un monde, le ping-pong qu'elle ne connaît pas, mais la performance, elle connaît. Donc, Oui, on se retrouve, et puis au plaisir de oui, continuer à échanger sur des webinaires. Et merci aussi aux différents sites Facebook, aux différentes tennisdetable.com, My World of Table Tennis, etc., qui ont retransmis, parce que c'est comme ça qu'on peut partager avec le plus grand nombre. Merci oui. beaucoup et à bientôt. À bientôt. Et si vous avez des questions, il y a les adresses mail qui défilent juste en bas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions aussi par mail si vous voulez qu'on prenne le temps d'échanger sur les différentes thématiques qui ont été abordées lors de ce webinaire avec Michel. Donc voilà. Merci Et beaucoup. j'espère que ça vous a plu.